Bilan de 70 années de lutte de libération nationale, deuxième partie. Au XXe siècle, la libération nationale, maillon fort de la chaîne impérialiste. Marx disait que la validité d'une théorie se démontre dans la pratique. 70 ans d'expérience tragique pour le prolétariat ont tranché clairement le débat sur la question nationale en faveur de la position de Rosa Luxemburg, développée par la suite par les groupes de la gauche communiste et surtout par Bilan, Internationalisme et Notre Courant. Dans la première partie de cet article, nous avons vu comment l'appui à la libération nationale des peuples a joué un rôle clé dans la défaite de la première tentative révolutionnaire internationale du prolétariat dans les années 1917 à 1923, Revue internationale, numéro 66. Dans cette seconde partie, nous allons voir comment les luttes de libération nationale ont été un instrument des guerres et des affrontements impérialistes qui ont dévasté la planète au cours des 70 dernières années. 1919 à 1945. Derrière la libération nationale, les manœuvres impérialistes. Pour le capitalisme, la Première Guerre mondiale marque la fin de sa période ascendante, et le début de son enfoncement dans le marasme de la lutte entre États nationaux pour le repartage d'un marché mondial fondamentalement saturé. Dans ce cadre, la formation de nouvelles nations et les luttes de libération nationale ont cessé d'être un instrument de l'expansion des rapports capitalistes et du développement des forces productives et se sont transformées en une partie de l'engrenage des tensions impérialistes généralisées entre les différents camps capitalistes. Déjà avant la Première Guerre mondiale, lors des guerres dans les Balkans qui avaient donné lieu à l'indépendance de la Serbie, du Monténégro, de l'Albanie, Rosa Luxemburg avait constaté que ces nouvelles nations avaient un comportement aussi impérialiste que les vieilles puissances, et qu'elles s'intégraient clairement dans la spirale sanglante qui menait à la guerre généralisée. Formellement, la Serbie mène sans aucun doute une guerre de défense nationale. Mais les tendances de sa monarchie et de ses classes dirigeantes vont dans le sens de l'expansion, comme les tendances des classes dirigeantes de tous les États actuels. Il en est ainsi pour la tendance de la Serbie vers la côte adriatique, où elle a vidé avec l'Italie un véritable différend impérialiste sur le dos des Albanais. Cependant, le point capital est le suivant: derrière l'impérialisme serbe, on trouve l'impérialisme russe. Le monde tel qu'il est sorti de la Première Guerre mondiale, stoppé par l'affirmation révolutionnaire du prolétariat, était marqué par deux perspectives historiques opposées, l'extension de la révolution mondiale ou la survie du capitalisme englué dans une spirale de crise et de guerre. L'écrasement de la vague prolétarienne mondiale a signifié l'aiguisement des tensions entre le bloc vainqueur, Grande-Bretagne et France, et le grand vaincu, Allemagne, le tout aggravé par l'expansion des États-Unis qui constituait une menace pour tous. Dans ce contexte historico-mondial, la libération nationale ne peut pas être considérée du point de vue de la situation d'un pays particulier, puisque du point de vue marxiste il serait absurde d'examiner la situation d'un seul pays pour parler d'impérialisme, parce que les différents pays capitalistes sont rattachés par des liens très étroits. Et aujourd'hui, en pleine guerre, ces liens sont incommensurablement plus forts. Toute l'humanité s'est convertie en champ de bataille sanguinolent et il n'est pas possible d'en sortir isolément. Il y a des pays plus développés et d'autres moins développés, mais la guerre actuelle les a tous frappés de telle manière qu'il est impossible qu'aucun pays ne puisse sortir de lui-même de la conflagration. Avec cette méthode, nous pouvons comprendre comment la libération nationale s'est transformée en mot d'ordre de la politique impérialiste de tous les États. Les vainqueurs directs de la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne et la France, l'ont employé pour justifier le démembrement des empires vaincus, les empires austro-hongrois, ottomans et tsaristes, et créer un cordon sanitaire autour de la Révolution d'octobre. Les USA l'ont élevé au rang de doctrine universelle, principe de la Société des Nations, pour, d'un côté, combattre la révolution prolétarienne, et de l'autre, miner les empires coloniaux de la Grande-Bretagne et de la France qui constituaient l'obstacle principal à son expansion impérialiste. L'Allemagne, dès le début des années 1920 avait fait de son indépendance nationale, contre le traité de Versailles, le drapeau de son combat pour redevenir une puissance impérialiste. Le principe juste et progressiste de la libération nationale de l'Allemagne, défendu en 1923 par le Parti communiste d'Allemagne, KPD, et l'Internationale communiste, IC, à partir du Second Congrès s'est transformé dans les mains du Parti nazi en droit pour l'Allemagne d'avoir un espace vital. Pour sa part, l'Italie de Mussolini se considérait comme une nation prolétarienne qui revendiquait ses droits naturels en Afrique, dans les Balkans, etc. L'œuvre du traité de Versailles.
Au début des années 1920, les puissances victorieuses ont tenté d'implanter un nouvel ordre mondial qui correspond à leurs intérêts. Leur principal instrument en fut le traité de Versailles, 1919, basé officiellement sur la paix démocratique et le droit à l'autodétermination des peuples, qui octroyait l'indépendance à un ensemble de nations en Europe orientale et centrale, Finlande, Pays baltes, Tchécoslovaquie, Hongrie, Yougoslavie, Pologne. L'indépendance de ces nations répondait à deux objectifs des impérialismes britanniques et français. D'un côté, comme nous l'avons analysé dans la première partie de cette série, les Revues internationales, numéro 66, affronter la révolution prolétarienne, et de l'autre, créer autour de l'impérialisme allemand vaincu, une chaîne de nations hostiles qui bloquerait son expansion dans cette zone qui, pour des raisons d'ordre stratégique, économique et historique, est son terrain d'influence naturelle. Le machiavélisme le plus retors n'aurait pu concevoir État plus instable, plus exposé dès le départ à de violents conflits internes, plus contraints à se mettre sous la tutelle de puissances supérieures pour servir leurs visées guerrières. La Tchécoslovaquie contenait deux nationalités historiquement rivales, tchèques et slovaques, et une importante minorité allemande dans les Sudètes. Les États baltes incluaient de fortes minorités polonaises, russes et allemandes. En Roumanie, des minorités hongroises. En Bulgarie, des minorités turques. En Pologne, des minorités allemandes. Mais le chef d'œuvre fut sans nul doute la Yougoslavie. La nouvelle nation contenait 6 nationalités avec les niveaux de développement économique les plus disparates qu'on puisse imaginer, allant du développement économique de haut niveau de la Croatie ou de la Slovénie, au niveau semi-féodal du Monténégro. De plus, les zones d'intégration économique de ces différentes régions étaient situées dans les pays frontaliers. La Slovénie est un complément de l'Autriche. La Voïvodine, qui appartient à la Serbie, est une prolongation naturelle de la plaine hongroise. La Macédoine est séparée des autres par une barrière montagneuse qui l'unit à la Grèce et à la Bulgarie. Enfin, ces différentes nationalités se réclamaient de 3 religions classiquement opposées dans l'histoire, catholiques, orthodoxes et musulmans. Pour comble, chacune de ces nationalités contenait elle-même des minorités de la nationalité voisine, et, pire encore, des États voisins, des minorités albanaises et hongroises en Serbie, des minorités italiennes et serbes en Croatie, des minorités serbes, musulmanes et croates en Bosnie-Herzégovine. Les petits États bourgeois récemment créés ne sont que les sous-produits de l'impérialisme. En créant, pour y trouver un appui provisoire, toute une série de petites nations, ouvertement opprimées ou officiellement protégées, mais en réalité vassales, l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, la Yougoslavie, la Bohême, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l'Arménie, la Géorgie, etc., en les dominant au moyen des banques, des chemins de fer, du monopole des charbons. L'impérialisme les condamne à souffrir de difficultés économiques et nationales intolérables, de conflits interminables, de querelles sanglantes. Les nouvelles nations ont adopté dès le début un comportement impérialiste clair, comme le disait Lycée. Les petits États créés par des moyens artificiels, morcelés, étouffant au point de vue économique dans les bornes qui leur ont été prescrites, se prennent à la gorge et combattent pour s'arracher des ports, des provinces, de petites villes de rien au tout. Ils cherchent la protection des États plus forts, dont l'antagonisme s'accroît de jour en jour. Ainsi la Pologne manifeste ses ambitions sur l'Ukraine, provoquant une guerre contre le bastion prolétarien en 1920. Elle exerçait aussi une pression sur la Lituanie, appelant à la défense de la minorité polonaise dans ce pays. Pour contrecarrer l'Allemagne, elle s'est alliée à la France, se soumettant fidèlement aux desseins impérialistes de cette dernière. La Pologne libérée tomba sous la dictature féroce de Pilsudski. Cette tendance a annulé rapidement les formalités de la démocratie parlementaire qui se développait dans la plupart des nouveaux pays, à l'exception de la Finlande et de la Tchécoslovaquie, contredisait l'illusion sur laquelle Lycée en dégénérescence avait spéculé, selon laquelle la libération nationale devait s'accompagner d'une plus grande démocratie. Au contraire, ce contexte impérialiste mondial, leur propre tendance impérialiste, la crise économique chronique et leur instabilité congénitale ont fait que ces nouvelles nations ont exprimé d'une façon extrême et caricaturale les dictatures militaires, la tendance générale du capitalisme décadent au capitalisme d'État. Les années 1930 ont fait tourner la tension impérialiste au rouge vif, démontrant que le traité de Versailles n'était pas un instrument de la paix démocratique mais le combustible pour de nouveaux incendies impérialistes, plus importants encore.
L'impérialisme allemand reconstruit entreprenait une lutte ouverte contre l'ordre de Versailles, tentant de reconquérir l'Europe centrale et orientale. Sa principale arme idéologique était la libération nationale. Il invoquait le droit des minorités nationales pour s'allier avec les Sudètes en Tchécoslovaquie, impulsait la libération nationale de la Croatie pour vaincre l'hostilité serbe et mettre un pied en Méditerranée, en Autriche. Le discours était union avec l'Allemagne, et dans les États baltes il offrait une protection contre la Russie. L'ordre de Versailles se démantelait à grande vitesse. Le prétexte selon lequel ces nouveaux États auraient pu être une garantie de paix et de stabilité, sur lequel avaient tant insisté les trotskistes et les sociodémocrates quand ils ont donné leur aval à la paix de Versailles, était totalement démenti. Pris dans le tourbillon impérialiste mondial, ils n'avaient d'autre choix que de s'y engloutir, contribuant ainsi à l'amplifier et l'aggraver. Chine, le massacre du prolétariat donne le feu vert aux antagonismes impérialistes. Avec l'Europe centrale et orientale, la Chine allait constituer un des points chauds de la tension impérialiste mondiale. La bourgeoisie chinoise avait tenté en 1911 une révolution démocratique tardive, faible et rapidement condamnée à l'échec. L'effondrement de l'État impérial ouvrit la porte à la désintégration générale du pays en 1000 royaumes dominés par des seigneurs de la guerre qui s'affrontaient entre eux, lesquels, à leur tour, étaient manipulés par la Grande-Bretagne, le Japon, les USA et la Russie, dans la bataille sanglante que tous se livraient pour la domination de la position stratégique que représentait le sous-continent chinois. Pour l'impérialisme japonais, la Chine était une clé pour dominer tout l'Extrême-Orient. C'est avec ce but qu'il a soutenu, de façon désintéressée, la cause de l'indépendance de la Mandchourie, une des zones les plus industrielles de Chine, centre névralgique pour le contrôle de la Sibérie, de la Mongolie et de tout le centre de la Chine. Après avoir utilisé entre 1924 et 1928 les services de Chiang Tso-lin, un ancien bandit converti en maréchal et ensuite en vice-roi de Mandchourie, le Japon s'en est débarrassé, par un attentat, pour pouvoir en 1931 envahir et occuper la Mandchourie, la transformer en un État souverain et l'élever au niveau d'un empire à la tête duquel on plaça Puyi, le dernier descendant de la dynastie mandchoue. L'expansion japonaise se heurtait à la Russie stalinienne dont la Chine était le champ d'expansion naturel. Pour faire valoir ses intérêts, Staline utilisa la trahison ouverte contre le prolétariat chinois dans les événements qui devaient mettre en évidence l'antagonisme irréconciliable qui existe entre libération nationale et révolution prolétarienne, et à l'inverse, la solidarité totale qui est établie entre libération nationale et impérialisme, en Chine où se développait une lutte révolutionnaire prolétarienne. La Russie stalinienne chercha ses alliances dans le Kuomintang de Chiang Kai. Tchèque, obligeant le jeune parti communiste chinois à renoncer à son autonomie organisationnelle, le forçant à adhérer au Kuomintang, proclamant pour l'occasion le Front des 4 classes. Malgré cela, la situation économique désespérée et la poussée de millions de travailleurs ont provoqué l'insurrection des ouvriers de Shanghai. Ils ont pris la ville contre les impérialistes et le Kuomintang en même temps. Les ouvriers insurgés, organisés par la base du Parti communiste chinois, ont décidé d'affronter l'armée de libération de Chiang Kai-shek appuyée par Staline. Cela a contraint les cadres de l'Internationale à l'ignominie d'appeler une nouvelle fois les ouvriers à se soumettre aux ordres de Chiang Kai-shek, ce qui fut lourd de conséquences. Ce feu croisé d'intérêts impérialistes, auquel se joignaient activement les manœuvres des impérialismes yankees et britanniques, a provoqué une longue guerre de plus de 30 ans, qui sema la mort, la destruction, la désolation aux dépens des ouvriers et des paysans chinois. La guerre d'Éthiopie, un moment crucial dans le cours à la Seconde Guerre mondiale. L'impérialisme italien qui avait occupé la Libye et ensuite la Somalie tenta d'envahir l'Éthiopie, menaçant l'Égypte et la domination de l'impérialisme britannique sur la Méditerranée, sur l'Afrique et sur les communications avec l'Inde. La guerre d'Éthiopie marqua un pas décisif avec celle d'Espagne de 1936 dans le cours à la Seconde Guerre mondiale. Un aspect important de ce massacre fut les énormes efforts de propagande et de mobilisation idéologique de la population assaillie par les deux camps adverses, et surtout par le camp démocratique, France et Grande-Bretagne. Ces derniers, qui avaient intérêt à l'indépendance de l'Éthiopie, levèrent l'étendard de sa libération nationale, pendant que l'impérialisme italien invoquait une mission humanitaire et libératrice pour justifier l'invasion. Le Négus n'avait pas aboli l'esclavage comme il l'avait promis.
La guerre éthiopienne a mis en évidence le fait que la libération nationale n'est qu'un cheval de bataille idéologique pour la guerre impérialiste, une préparation à l'orgie de nationalisme et de chauvinisme qu'allaient déployer les deux camps impérialistes, un moyen de mobilisation pour les boucheries de la Seconde Guerre mondiale. Comme le dénonçait Rosa Luxemburg, la phrase nationale ne sert plus qu'à masquer tant bien que mal les aspirations impérialistes, à moins qu'elle ne soit utilisée comme cri de guerre dans les conflits impérialistes, seul et ultime moyen idéologique de capter l'adhésion des masses populaires et de leur faire jouer leur rôle de chair à canon dans les guerres impérialistes. 1945-1989, la libération nationale, instrument des blocs impérialistes. L'achèvement de la Seconde Guerre mondiale avec la victoire des impérialismes alliés s'est accompagné d'une aggravation qualitative des tendances du capitalisme décadent au militarisme et à l'économie de guerre permanente. Le bloc vainqueur se divisa en deux blocs impérialistes rivaux, les USA et l'URSS, qui délimitèrent leur zone d'influence avec des réseaux serrés d'alliances militaires, l'OTAN et le Pacte de Varsovie, en soumettant ces pays sous influence au contrôle d'une myriade d'organisations de coopération économique, de régulation monétaire, etc. Tout cela accompagné par un développement hallucinant des arsenaux nucléaires dont la puissance aurait déjà permis, dès le début des années 1960, de détruire le monde entier. Dans de telles conditions, parler de libération nationale est une farce macabre où l'indépendance nationale est concrètement impossible, irréalisable dans le monde capitaliste actuel. Les grands blocs impérialistes dirigent la vie de tout le capitalisme. Aucun pays ne peut s'échapper hors d'un bloc impérialiste sans aussitôt retomber sous la coupe d'un autre. Il est absolument évident que les mouvements de libération nationale ne sont pas des pions que Staline ou Truman déplacent à leur guise l'un contre l'autre. Il n'en reste pas moins vrai que le résultat est le même. Ho Chi Minh, expression de la misère annamite, et s'il veut asseoir son pouvoir de misère, devra, tout en faisant lutter ses hommes avec l'acharnement du désespoir, être à la merci de compétitions impérialistes, et se résigner à embrasser la cause d'un quelconque d'entre eux. Dans cette période historique, les guerres régionales, présentées systématiquement comme mouvements de libération nationale, n'ont été que différents épisodes de la concurrence sanglante entre les impérialismes des deux blocs. La décolonisation. La vague des indépendances nationales en Afrique, en Asie, en Océanie, etc., qui a submergé le monde entre 1945 et 1960 s'inscrit dans une longue lutte de l'impérialisme américain pour évincer les vieux impérialismes coloniaux de leur position, et principalement leur rival le plus direct à cause de sa richesse économique, de la position stratégique de ses possessions et de sa puissance navale. L'impérialisme britannique. En même temps, les vieux empires coloniaux s'étaient transformés en fardeaux pour les métropoles, avec la saturation du marché et le développement de la concurrence à l'échelle mondiale, avec les coûts chaque fois plus élevés de l'entretien des armées et des administrations coloniales, ils s'étaient transformés, de sources de bénéfices en poids chaque jour plus lourds. Certainement, les bourgeoisies locales avaient intérêt à ôter le pouvoir aux vieilles puissances, et leur organisation en mouvement de guérilla, ou en partie de désobéissance civile, tous sous le drapeau de l'Union nationale qui préconisait la soumission du prolétariat local à la libération nationale, a joué un rôle dans ce processus. Mais ce rôle fut essentiellement secondaire et toujours dépendant des visées du bloc américain ou des tentatives du bloc russe de mettre à profit la décolonisation pour conquérir des positions stratégiques au-delà de sa zone d'influence eurasiatique. La décolonisation de l'Empire britannique a illustré cela de la façon la plus claire possible. Les retraits britanniques en Inde et en Palestine ont été les moments les plus spectaculaires de la démolition de l'Empire, et le fiasco du canal de Suez en 1956 a mis fin à toute illusion que la Grande-Bretagne était encore une puissance mondiale de premier ordre. Les nouveaux États décolonisés naquirent avec des tares encore pires que ceux de la Fournée de Versailles en 1919. Des frontières totalement artificielles tracées à la règle, des divisions ethniques, tribales, religieuses, des économies de monoculture agricole ou basées sur un type d'extraction minière, des bourgeoisies faibles voire inexistantes, des élites administratives et techniques peu préparées et dépendantes des vieilles puissances coloniales. Un exemple de cette situation catastrophique nous est donné par l'Inde. L'État récemment créé a subi en 1947 une guerre apocalyptique entre musulmans et hindous qui s'acheva par la sécession du Pakistan où se regroupa la grande majorité des musulmans.
Les deux États ont livré depuis bien des guerres dévastatrices, et aujourd'hui la tension impérialiste qui y croît est un des plus grands facteurs d'instabilité mondiale. Ces deux pays, où le niveau de vie des populations est un des plus bas du monde, maintiennent cependant de coûteux investissements dans des installations nucléaires qui leur permettent de posséder la bombe atomique. En 1971, dans le cadre de cette confrontation impérialiste permanente, l'Inde a patronné une libération nationale de la partie orientale du Pakistan, le Bangladesh, laquelle, entre autres absurdités de l'impérialisme, se trouve à plus de 2000 km du Pakistan. Cette guerre qui a coûté des centaines de milliers de morts a donné lieu à un nouvel État indépendant qui n'a rien connu d'autre que des coups d'État, des massacres, des dictatures, alors que la population meurt de faim ou inondations dévastatrices. Les guerres israélo-arabes. Depuis 40 ans, le Moyen-Orient n'a pas cessé d'être un foyer de tensions impérialistes à l'échelle mondiale à cause des énormes réserves de pétrole et de son rôle stratégique vital. Quand, avant la guerre de 1914, il était encore aux mains de l'Empire ottoman moribond, il avait été la proie des ambitions expansionnistes de l'Allemagne, de la Russie, de la France, de la Grande-Bretagne. Après la guerre mondiale, ce fut l'impérialisme britannique qui emporta le morceau avec quelques miettes pour le français, la Syrie et le Liban. À cette époque, les bourgeoisies locales de la zone commençaient à pousser vers l'indépendance. Mais ce qui a été fondamentalement déterminant pour la configuration de cette région, ce sont les manœuvres de l'impérialisme britannique qui, au lieu d'atténuer les tensions et les rivalités existantes, les a multipliées et portées à une échelle plus vaste. L'impérialisme anglais, comme on le sait, en poussant ses latifundistes et la bourgeoisie arabe à entrer en lutte à ses côtés pendant la guerre mondiale, leur avait promis la constitution d'un État national arabe. La révolte arabe fut, en effet, d'une importance décisive dans l'écroulement du front turco-allemand au Proche-Orient. Comme récompense, la Grande-Bretagne a créé une série d'États souverains en Irak, en Transjordanie, en Arabie, au Yémen, opposés entre eux, avec des territoires économiquement incohérents, minés par les divisions ethniques et religieuses. Une manipulation savante et typique de l'impérialisme britannique qui, en les tenant tout divisés et avec des contentieux permanents, soumettait l'ensemble de la zone à ses projets. Mais il ne se contenta pas de cela, en plus il ne tarda pas, pour la défense de ses intérêts propres, à solliciter, comme contrepartie, l'appui des sionistes juifs en leur disant que la Palestine leur serait remise tant au point de vue de l'administration que de la colonisation. Si les Juifs avaient été expulsés de beaucoup de pays durant le bas Moyen-Âge, au XIXe siècle nous assistons à leur intégration, tant des hautes couches, la bourgeoisie, comme des basses couches, le prolétariat, au sein des nations dans lesquelles ils vivaient. Cela révèle la dynamique d'intégration et de dépassement relatif des différences raciales et religieuses que développaient les nations capitalistes dans leur époque progressive. C'est seulement à la fin du siècle, c'est-à-dire avec l'épuisement croissant de la dynamique d'expansion capitaliste, que des secteurs de la bourgeoisie juive lancèrent l'idéologie du sionisme, qui est création d'un État sur la terre promise. Sa création en 1948 ne constitue pas seulement une manœuvre de l'impérialisme américain pour déloger le britannique de la zone et pour entraver les tentatives russes de s'y immiscer, mais elle révèle aussi, en lien avec cet objectif impérialiste, le caractère réactionnaire de la formation de nouvelles nations. Ce n'est pas une manifestation d'une dynamique d'intégration de population comme au siècle passé, mais de séparation et d'isolement d'une ethnie pour l'utiliser comme moyen d'exclusion d'une autre, l'arabe. Depuis le début, l'État israélien est une immense caserne en permanence sur pied de guerre qui utilise la colonisation des terres désertiques comme une arme militaire. Les colons sont encadrés par l'armée et reçoivent une instruction militaire. En réalité, l'État d'Israël est dans son ensemble une entreprise économiquement ruineuse soutenue par d'énormes crédits des USA et basée sur une exploitation draconienne des ouvriers, aussi bien juifs que palestiniens. L'option américaine pour Israël a rendu les États arabes plus instables, avec de plus grandes contradictions internes et externes, et a conduit ces derniers à l'alliance avec l'impérialisme russe. Leur drapeau idéologique a été depuis le début la cause arabe et la libération nationale du peuple palestinien, qui est devenu le thème préféré de la propagande du bloc russe. Comme dans beaucoup d'autres cas, ce qui leur importait le moins, c'étaient les Palestiniens. Ces derniers furent entassés dans des camps de réfugiés en Égypte, en Syrie, etc., dans des conditions épouvantables, et utilisés comme main-d'œuvre au bon marché au Koweït, en Arabie, en Égypte, au Liban, en Syrie, en Jordanie, etc., tout comme le faisait Israël.
L'OLP, créé en 1963 comme mouvement de libération nationale, s'est constitué depuis le début comme une bande de gangsters qui volent les ouvriers palestiniens les obligeant à déduire un impôt de leur misérable salaire, en Israël, au Liban, etc. L'OLP est un vulgaire fournisseur de main-d'œuvre palestinienne de laquelle elle extorque jusqu'à la moitié du salaire que paient les patrons. Ces méthodes de discipline dans les camps de réfugiés et dans les communautés palestiniennes n'ont rien à envier à celles de l'armée et de la police israélienne. Nous devons nous rappeler finalement que les pires massacres de Palestiniens ont été perpétrés par les gouvernements frères arabes, au Liban, en Syrie, en Égypte et, surtout, en Jordanie, où Ami Hussein a bombardé brutalement les camps palestiniens causant des milliers de victimes en septembre 1970. Il est important de souligner l'utilisation systématique des divisions ethniques, religieuses, etc., particulièrement importante dans les zones les plus attardées de la planète, faites par l'impérialisme, tant de la part des grandes puissances comme des petites, que les populations juives et arabes de Palestine servent de pions aux intrigues impérialistes internationales, cela ne fait de doute pour personne. Que pour cela les meneurs du jeu suscitent et exploitent à fond les sentiments et préjugés nationaux, arriérés et anachroniques, grandement renforcés dans les masses par les persécutions dont elles furent l'objet, cela non plus n'est pas fait pour étonner. C'est sur ce terrain que vient d'être ranimé un de ces incendies locaux, la guerre en Palestine, où les populations juives et arabes s'entretuent avec une frénésie chaque jour croissante et plus sanglante. Avec ces manipulations, l'impérialisme joue à l'apprenti sorcier, il les exalte, les radicalise, les rend insolubles, car la crise historique du système n'offre aucun terrain pour pouvoir les absorber, jusqu'au point où, en certaines occasions, elles finissent par acquérir une autonomie propre, aggravant et rendant plus contradictoires et chaotiques les tensions impérialistes. Les guerres du Moyen-Orient n'ont pas eu comme objectif réel les droits palestiniens, ni la libération nationale du peuple arabe. Celle de 1948 a servi à déloger l'impérialisme britannique de la zone. Celle de 1956 marque le renforcement du contrôle américain. Celles de 1967, 1973 et 1982 ont marqué la contre-offensive de l'impérialisme américain contre la pénétration croissante de l'impérialisme russe qui avait noué des alliances, plus ou moins stables, avec la Syrie, l'Égypte et l'Irak. De toutes ces guerres, les États arabes sortirent affaiblis et l'État juif militairement renforcé. Mais le vrai vainqueur était le capital américain. La guerre de Corée, 1950 à 53. Dans cette guerre ouverte en Extrême-Orient, entre le bloc impérialiste russe et l'américain, était en jeu l'arrêt de l'expansion russe, objectif qui fut atteint par le camp américain. Le camp russe présentait son entreprise comme un mouvement de libération nationale. La propagande stalinienne s'est particulièrement attachée à mettre en valeur ce fait que les démocrates auraient lutté pour l'émancipation nationale et dans le cadre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'extraordinaire corruption régnant à l'intérieur de la clique dirigeante en Corée du Sud, ses méthodes japonaises en matière de police, son incapacité de féodaux à résoudre la question agraire lui fournissaient des arguments indiscutables. Et Kim Il-sen, de faire figure d'un nouveau Garibaldi. L'autre élément mis en lumière par la guerre de Corée est la formation, comme résultat direct de la confrontation inter-impérialiste, de deux États nationaux sur le sol d'une même nation, la Corée du Nord et du Sud, l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, le Vietnam du Nord et du Sud. Cela, du point de vue du développement historique du capitalisme, est une aberration complète qui met encore plus en évidence la farce sanglante et ruineuse qu'est la libération nationale. L'existence de ces États a été directement liée non à un fait national, mais à un fait impérialiste de la lutte d'un bloc contre l'autre. Dans la majorité des cas, ces nations se sont maintenues comme telles au moyen d'une répression barbare, et leur caractère artificiel et contre-productif a pu être vérifié par l'écroulement retentissant, dans le cadre général de l'effondrement historique du stalinisme, de l'État d'Allemagne orientale. Vietnam. La lutte de libération nationale du Vietnam, commencée dans les années 1920, est toujours tombée dans l'orbite d'un camp impérialiste contre l'autre. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Ho Chi Minh et son Viet Minh ont été approvisionnés en armes par les Américains et les Anglais, car ils jouaient un rôle contre l'impérialisme japonais. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains et les Anglais appuyèrent la France, puissance coloniale en Indochine, vu l'alignement pro-russe des dirigeants vietnamiens.
Même ainsi, les deux parties arrivent à un compromis en 1946 car, entre-temps, une série de révoltes ouvrières a éclaté à Hanoï et, pour les écraser, la bourgeoisie vietnamienne a dans le fond tout de même besoin des troupes françaises pour maintenir l'ordre dans ses affaires. Cependant, à partir de 1952 à 53, avec la défaite de la guerre de Corée, l'impérialisme russe se tourne de manière décidée vers le Vietnam. Durant 20 ans, le Viet Cong s'affrontera d'abord à la France et ensuite aux États-Unis, dans une guerre sauvage où les deux camps commettront toutes les atrocités imaginables. Cela laissera comme résultat un pays ruiné qui, aujourd'hui, 16 ans après la libération, non seulement ne s'est pas reconstruit, mais s'est effondré encore plus dans une situation catastrophique. Le caractère absurde et dégénéré de cette guerre se vérifie lorsque l'on voit que le Vietnam a pu être libre et uni seulement parce que les États-Unis, entre-temps, avaient gagné à leur bloc impérialiste l'énorme pièce constituée par la Chine stalinienne et parce que, en conséquence, le pygmée vietnamien devenait secondaire pour leur visée. Il faut souligner que le nouveau Vietnam anti-impérialiste agit, même avant 1975, comme puissance impérialiste régionale dans l'ensemble de l'Indochine, soumettant à son influence le Laos et le Cambodge où, sous prétexte de libérer le pays de la barbarie des Khmers rouges, attaché à Pékin déjà lié au bloc américain, il a envahi le pays et a installé un régime basé sur une armée d'occupation. La guerre du Vietnam, spécialement dans les années 1960, a suscité une formidable campagne des staliniens, des trotskistes, en compagnie d'autres secteurs bourgeois aux couleurs libérales, présentant cette barbarie comme un facteur du réveil du prolétariat des pays industrialisés. De manière grotesque, les trotskistes prétendaient ressusciter les erreurs de l'internationale communiste sur la question nationale et coloniale, sur l'union entre les luttes ouvrières dans les métropoles et les luttes d'émancipation nationale dans le tiers-monde. Un des arguments employés pour faire avaler cette mystification était que la multiplication de manifestations contre la guerre du Vietnam aux USA et en Europe était un facteur du réveil historique des luttes ouvrières depuis 1968. En réalité, la défense des luttes de libération nationale, avec la défense des pays socialistes, à la mode surtout dans les milieux étudiants, ont joué au contraire un rôle mystificateur et ont plutôt constitué une barrière de premier ordre contre la reprise de la lutte prolétarienne. Cuba. Au cours des années 1960, Cuba a constitué un maillon fort de toute la propagande anti-impérialiste. Chaque étudiant politisé se devait d'avoir dans sa chambre des posters de El Heroic Guerrillero, Che Guevara. Aujourd'hui, la situation désastreuse que nous voyons à Cuba, émigration massive, totale pénurie, même de pain, illustre parfaitement l'impossibilité totale d'une indépendance nationale. Au début, les barbus de la Sierra Maestra n'avaient pas de sympathie spéciale pro-russe, mais simplement, leur volonté de mener une politique un minimum autonome par rapport aux États-Unis les a fatalement et inévitablement poussés dans les bras du capital russe. En réalité, Fidel Castro était à la tête d'une fraction nationaliste de la bourgeoisie cubaine qui a adopté le socialisme scientifique, éliminant nombre de ses camarades de la première heure, qui ont fini à Miami, c'est-à-dire du côté du bloc américain, car sa seule chance de survie était dans le bloc russe. Celui-ci s'est payé avec intérêt de son aide, entre autres manières, en se servant de Cuba comme sergent impérialiste en Éthiopie, en appui du régime pro-russe, au Yémen du Sud et, surtout, en Angola, où Cuba est arrivé à détacher 60 000 soldats. Ce rôle impérialiste de fournisseur de chair à canon dans les guerres africaines a coûté la vie à beaucoup d'ouvriers cubains, a ajouté aux Africains morts pour leur libération, et a influé tout autant que les manœuvres du bloc yanqui dans la misère atroce à laquelle ont été soumis le prolétariat et la population cubaine. Les années 1980, les combattants de la liberté. Après avoir arraché les unes après les autres les positions russes au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, le bloc américain a continué son offensive d'encerclement complet de l'URSS. C'est dans ce cadre que se situe la guerre d'Afghanistan où les USA répondent aux coups de patte soviétiques envahissant ce pays en 1979 par le parrainage d'une coalition de 7 groupes de guérilleros afghans. Ils les dotent des armes les plus sophistiquées avec lesquelles ils finissent par engluer les troupes russes dans une impasse. Ceci va accentuer l'énorme mécontentement existant dans toute l'URSS et va contribuer à l'écroulement spectaculaire du bloc russe en 1989.
Comme illustration de ce renforcement important du bloc américain, celui-ci pourra arracher le drapeau idéologique de la libération nationale au bloc russe que ce dernier avait pratiquement monopolisé durant les 30 dernières années. Comme nous l'ayons montré tout au long de cet article, la libération nationale a été une arme que peuvent utiliser à leur guise les différents impérialismes. Le camp fasciste l'a employé à toutes les sauces imaginables, tout comme le camp démocratique. Cependant, depuis les années 1950, le stalinisme avait réussi à se présenter comme le bloc progressiste et anti-impérialiste, habillant ses dessins du voile idéologique de la représentation des pays socialistes qui ne seraient pas impérialistes mais au contraire des militants anti-impérialistes. Au comble du délire, il arrivait ainsi à présenter la libération nationale comme le passage direct au socialisme, supercherie contre laquelle les thèses sur la question nationale et coloniale de lycée. En 1920, malgré leurs erreurs, avaient insisté clairement sur la nécessité de combattre énergiquement les tentatives faites par des mouvements émancipateurs qui ne sont en réalité ni communistes, ni révolutionnaires, pour arborer les couleurs communistes. Tout ce stratagème a été mis à bas dans les années 1980. Avec comme facteur principal le développement des luttes et de la conscience ouvrière, les innombrables virages et volte-face dictés par les nécessités impérialistes de la Russie, provoquèrent son usure, rappelons-nous, entre autres, le cas éthiopien. Jusqu'en 1974, le régime du Négus était dans le camp occidental, la Russie appuyait le Front de libération nationale de l'Érythrée converti en paladin du socialisme. Avec la chute du Négus, remplacé par les militaires nationalistes qui s'orientaient vers la Russie, les choses changèrent, alors l'Éthiopie s'est convertie en un régime socialiste marxiste-léniniste et le front érythréen s'est transformé du jour au lendemain en un agent de l'impérialisme en s'alignant derrière le bloc américain. Après 1989, la libération nationale fer de lance du chaos. Les événements de 1989, la chute retentissante du bloc de l'Est et l'effondrement des régimes staliniens ont donné lieu à la disparition de la configuration impérialiste antérieure du monde, caractérisée par la division en deux grands blocs ennemis et par conséquent, à une explosion de conflits nationalistes. L'analyse marxiste de cette nouvelle situation, déterminée par la compréhension du processus de décomposition du capitalisme, permet de vérifier de manière concluante les positions de la gauche communiste contre la libération nationale. Par rapport au premier aspect de la question, l'explosion nationaliste, nous voyons comment le tourbillon de l'effondrement du stalinisme crée une spirale sanglante de conflits interethniques, des massacres, des pogroms. Ce phénomène n'est pas spécifique aux anciens régimes staliniens. La majorité des pays africains a de vieux contentieux tribaux et ethniques qui, dans le cadre du processus de décomposition, se sont accélérés dans les dernières années conduisant à des massacres et des guerres interminables. De la même manière, l'Inde souffre de tensions nationalistes, religieuses et ethniques identiques, qui causent des milliers de victimes. Les conflits ethniques absurdes où les populations s'entremassacrent parce qu'elles n'ont pas la même religion ou la même langue, parce qu'elles perpétuent des traditions folkloriques différentes, semblaient réservés, depuis des décennies, aux pays du tiers-monde, l'Afrique, l'Inde ou le Moyen-Orient. Maintenant, c'est en Yougoslavie, à quelques centaines de kilomètres des métropoles industrielles d'Italie du Nord et d'Autriche, que se déchaînent de telles absurdités. L'ensemble de ces mouvements révèle une absurdité encore plus grande, à l'heure où l'économie a atteint un degré de mondialisation inconnu dans l'histoire, où la bourgeoisie des pays avancés essaie, sans y parvenir, de se donner un cadre plus vaste que celui de la nation, comme celui de la CE, pour gérer son économie. La dislocation des États qui nous avaient été légués par la Seconde Guerre mondiale en une multitude de petits États est une pure aberration, même du point de vue des intérêts capitalistes. Quant aux populations de ces régions, leur sort ne sera pas meilleur qu'avant mais pire encore, désordre économique accru, soumission à des démagogues chauvins et xénophobes, règlement de comptes et pogroms entre communautés qui avaient cohabité jusqu'à présent et, surtout, division tragique entre les différents secteurs de la classe ouvrière. Encore plus de misère, d'oppression, de terreur, destruction de la solidarité de classe entre prolétaires face à leurs exploiteurs, voilà ce que signifie le nationalisme aujourd'hui. Cette explosion nationaliste est la conséquence extrême, l'aggravation à leur plus haut niveau des contradictions, de la politique de l'impérialisme durant les 70 dernières années.
Les tendances destructrices et chaotiques de la libération nationale occultées par les mystifications de l'anti-impérialisme, du développement économique, etc., et qui ont été clairement dénoncées par la gauche communiste, apparaissent aujourd'hui de manière brutale et extrême, dépassant les prévisions les plus pessimistes dans leur furie dévastatrice. La libération nationale, dans la phase de décomposition, se présente comme le fruit mûr de toute l'œuvre aberrante, destructrice, développée par l'impérialisme. La phase de décomposition apparaît comme celle résultant de l'accumulation de toutes ces caractéristiques d'un système moribond, celle qui parachève et chapeaute 3/4 de siècle d'agonie d'un mode de production condamné par l'histoire. Concrètement, non seulement la nature impérialiste de tous les États, la menace de guerre mondiale, l'absorption de la société civile par le Moloch étatique, la crise permanente de l'économie capitaliste, se maintiennent dans la phase de décomposition, mais cette dernière se présente encore comme la conséquence ultime, la synthèse achevée de tous ces éléments. Les mini-États qui émergent de la dislocation de l'ex-URSS ou de la Yougoslavie font preuve d'emblée de l'impérialisme le plus brutal. La Fédération russe du héros démocratique Yeltsin menace ses voisins et réprime l'indépendantisme de la République autonome tchétchène, la Lituanie réprime sa minorité polonaise, la Moldavie, sa minorité russe, l'Azerbaïdjan s'affronte ouvertement à l'Arménie. L'immense sous-continent ex-soviétique donne lieu à 16 mini-États impérialistes qui peuvent très bien s'empêtrer dans des conflits mutuels qui feraient apparaître en comparaison la boucherie yougoslave insignifiante car, entre autres dangers, ils pourraient mettre en jeu les arsenaux atomiques dispersés dans l'ex-URSS. Les grandes puissances utilisent, de manière relative vu le chaos existant, ces tensions nationalistes et toutes les poussées indépendantistes des nouveaux mini-États. Cette énième utilisation de la libération nationale ne peut avoir que des conséquences encore plus catastrophiques et chaotiques que par le passé. Plus que jamais, le prolétariat doit reconnaître la libération nationale, elle indépendance ou elle autonomie nationale, comme une politique, des mots d'ordre, des drapeaux, partie intégrante à 100% de l'ordre réactionnaire et destructeur du capitalisme décadent. Contre celle-ci, il doit développer sa propre politique, l'internationalisme, la lutte pour la révolution mondiale. Courant communiste international Révolution internationale, 18 novembre 1991.